Alors, je vais vous faire une conférence qui est vraiment pour le tout venant. Je pense de plus en plus que par la beauté, on peut faire passer pas mal de choses. Et par le réel, en fait. On peut très bien répondre à certaines allégations contre l'Église uniquement en montrant les cathédrales, l'humour que l'on a mis sur les cathédrales. On en a plein d'humour, c'est fou ce qu'on a pu rire. Et voilà, donc rien que par le réel, on peut très bien apprendre des choses et répondre aux allégations contre l'Église. Alors, je pense que l'âme de la France a été vraiment façonnée par deux grands courants, c'est-à-dire les Grecs d'un côté et le catholicisme après. Alors, les Grecs arrivent chez nous effectivement vers 600 avant Jésus-Christ. La ville d'Agde fut construite par les Grecs et on a trouvé dans le lit de l'Hérault en 1964 l'éphèbe d'Agde que vous voyez sortir de l'eau. On l'a daté du IVe siècle, donc effectivement, il n'est pas romain et il est vraiment grec. Et il porte sur l'épaule gauche un manteau court, la chlamyde. Je trouve que son visage est plus expressif que la plupart des autres bustes grecs. Il a un port de tête royal. On a retrouvé d'autres statues grecques sur notre sol, mais bien plus de statues romaines car les Romains s'implantent sur notre sol en 121 avant Jésus-Christ. Ils seront les maîtres en France pendant plus de 500 ans. Ils copieront l'art grec, ici c'est la Vénus d'Arles. Alors vous voyez, si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez toujours regarder le titre que j'ai mis tout à fait là-haut, vous voyez, à gauche. Ça m'évite de le redire parfois. Alors on avait fait des fouilles en 1651 près du temple antique d'Arles. Elle ressemble beaucoup à la Vénus de Milo. Elle était en 3 morceaux, sans bras. Louis XIV l'a trouvée malgré tout tellement belle qu'il a demandé à son sculpteur François Girardon de lui ajouter des bras et il l'a fait mettre dans la galerie des glaces de Versailles. Les Grecs vont nous apprendre à centrer l'art sur l'humain et à faire de la beauté avec des gestes naturels. Mais bizarrement, dans l'art grec ou romain, aucun visage ne sourit. Si c'est la Vénus de Milo. Alors vous me direz, il sourit un tout petit peu chez les Étrusques. Ah non, tenez, les Étrusques, ils passent pas, je ne sais pas pourquoi, bon. Et les visages des femmes sont à peu près identiques à ceux des hommes. C'est bizarre que les Grecs ne se soient pas intéressés à ce qu'il y a de plus humain dans l'humain, le visage. Alors que dans la littérature grecque, les femmes ont un rôle très important. Pensons à Antigone, à Andromaque et même à la poétesse Sappho. Peut-être est-ce parce que les Grecs s'intéressent à ce qui est éternel, voyez. Ils n'ont pas voulu représenter un homme précis, ils ont voulu montrer l'homme dans sa beauté éternelle. Ça, c'est avant ou après? Ça, c'est la Vénus d'Arles. Ça, c'est le visage de la Vénus de Milo. Mais là j'avais un autre. Bon, je ne comprends pas. Ça, c'est l'Antinous. Alors ça, c'était la fin. Alors ça, c'est les Romains. Les Romains nous ont appris. C'est les Romains qui font des visages tout à fait réels, vous voyez. Ça, on l'appelle la pipelette, effectivement, parce qu'on la verrait bien avec un balai à la main. Et je vous ferai remarquer qu'elle est peignée comme nos grands-mères. En fin de compte, moi, j'ai une grand-mère qui était peignée comme ça. Hein. Les Romains pardon, elle est expressive, mais elle ne sourit pas non plus. Peut-être qu'elle sait que les Romains aussi avaient droit de vie et de mort sur leurs femmes si elles avaient commis l'adultère. Hein. Il faut pas. Attends, est-ce que j'ai foutu de ça? Nanana. Les Romains nous ont appris à construire solide et simple. Ici, la maison carrée de Nîmes. Je vous fais remarquer que derrière la colonnade, il y a ce qu'on appelle la cella, une petite chapelle, si vous voulez, un petit local caché. Celle-là, ça veut dire caché, qui soutient la voûte en même temps. Sur les frontons des temples grecs étaient inscrits souvent en lettres d'or, Ouden Hagan ou Meden Hagan, ce qui veut dire rien de trop. L'église de la Madeleine de Paris, terminée au XIXe siècle, ressemble comme une sœur à un temple grec. Nous avons été imprégnés de civilisation gréco-romaine. Cela peut se voir dans les arts comme dans notre langue. Mais malheureusement, c'est en train de partir. Il y a encore quelque temps, quand on disait « la critique est aisée », eh bien, on répondait « et l'art est minotaure ». Et maintenant, personne ne rigole parce que personne ne comprend ce que ça veut dire. Minotaure et Bon, vous avez compris, bon. Alors, sur les frontons,
grec, mais les Romains ont repris ça. Il y avait marqué rien de trop. Alors sur ce fronton-là, ah oui, ça c'est la Madeleine. C'est au nom de l'invocation de Sainte Marie Madeleine, Santa Maria Magdalene. Voilà, ça a été terminé même à la fin du règne de Napoléon, quoi. Mais vous voyez, c'est un temple grec. Donc, pour vous montrer qu'on est toujours, voilà. Alors, ils nous ont appris, les Romains, à construire solide. Je vais vous faire remarquer qu'ici, à Vaison-la-Romaine, pendant la terrible inondation de 1922, l'eau était montée à 18 mètres. Donc, l'eau a dépassé le pont. Eh bien, il a tenu ce pont romain, vous voyez. Et toutes nos villes, Toulon, Narbonne, Vienne, Toulouse, Aix-en-Provence, Orange-Béziers, tout ça, ce sont des villes romaines au départ. Les Romains, comme les Grecs avant eux, nous ont appris à mettre de la mesure dans la grandeur même. Leur premier soin n'est pas d'embellir, mais de circuler. Ils ont fait en un temps record une quarantaine de routes pavées, des ponts. Ils nous ont apporté l'arc en plein cintre, ici le pont du Gard, qui en fait est un aqueduc. Il a une déclivité de 0,4%, ce qui fait que l'eau coule doucement sur 50 km. C'est un chef-d'œuvre. L'arc en plein cintre va être copié pendant toute la période romane par l'Église, car à la chute de l'Empire romain en 476, c'est vers elle, vers l'Église, que les populations se tournent, car c'est la seule structure organisée. Les moines s'inspireront de l'architecture romaine pour construire leur monastère. Ici, Sainte-Eutrope de Saintes, en Charente-Maritime. C'est une ville gallo-romaine. Elles sont sévères au premier abord, ces églises romanes, mais elles comportent quelque chose que les Grecs et les Romains avaient ignoré, de la fantaisie et de l'humour. Ici, c'est toujours Sainte-Eutrope, un chapiteau. À Sainte, toujours, les cornes de bélier ioniques deviennent une fougère qui se termine par une petite fleur, vous voyez, de chaque côté. Le climat de la France va apporter une fraîcheur dans l'art inconnu auparavant. Et d'ailleurs, l'historienne Denise Jalabert, qui fut conservateur des bâtiments historiques, a écrit « Le premier frémissement d'un art vraiment français, c'est dans la flore qu'on le trouve ». On peut retrouver cette même idée de petites fleurs au XIXe siècle, vous voyez. Ça, c'est un chapiteau de l'Université Descartes à Paris, donc il est du XIXe. La France a mis des fleurs sur son étendard, alors que les autres contrées mettaient des bêtes féroces. Elle ne peut pas se désintéresser des fleurs, vous pensez bien. Ici, l'architrave de l'église de Aulnay en Saintonge. L'architrave, c'est quand il n'y a pas de tympan. Le tympan, c'est un mur vertical, mais quand il n'y a que des voussures comme ça s'appelle l'architrave. C'est pour les plus jeunes. Et alors là, il y a vraiment des choses absolument étonnantes, parce que à l'entrée de l'église, vous avez des chouettes, vous avez des animaux bizarres, et l'église laisse passer ça. Que fait l'Inquisition? On se demande. Ici, vous avez des on ne voit pas très bien un cheval. C'est très bizarre. On n'arrive pas à savoir exactement ce que ça veut dire. Il y a un homme hippocampe, un cheval ailé, des sirènes ou des serpents. Bref, des histoires farfelues racontées depuis Ésope, fabuliste grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. On sait que l'art roman empruntera au monde romain la sirène, le centaure, le griffon. L'Église ne semble pas intégriste. Elle accepte que l'on immortalise dans la pierre des légendes qui n'ont strictement rien à voir avec le christianisme. Alors en dessous, quand même, vous avez les 24 vieillards de l'Apocalypse. Là, si vous les comptez, il y en a vraiment 24. Bon. C'est ravissant. En 815, sous un fils de Charlemagne, Louis Ier, on invente le plan cruciforme et le chœur de forme arrondie pour les chanteurs, que l'on place derrière l'autel principal. L'église a ça c'est Saint-Pierre de Larnas. C'est marqué, hein, je ne vous le dis pas comme ça, vous le voyez, comme ça va plus vite, parce que comme j'en ai 300 à vous présenter. L'église à cette époque est la grande maîtresse en civilisation. Elle va ajouter à l'architecture romaine des petites chapelles arrondies pour que plusieurs prêtres puissent dire la messe en même temps. Cela permet de consolider les murs. Le temps n'est pas loin où l'on trouvera en France 400 000 clochers. En 814, sur 1800 abbayes en Europe, 400 sont en Gaule franque, mais beaucoup ont disparu. À cette époque, la France donne au monde le mot « chapelle », qui vient de la chape de Saint-Martin de Tours, ce manteau dont les officiers romains payaient la moitié.
La Grèce antique n'est pas oubliée. Where is my petite... Ah, là. On se souvient que les colonnes grecques doivent être renflées au milieu, vous voyez, et un tout petit peu plus bas en général. Mais là, ici, vous voyez, il faut qu'elles soient plus minces ici, un peu moins ici, et puis plus renflées ici. Donc, on a bien compris l'art grec. Ici, c'est Cérabonne, près de Perpignan. Ah ben voilà, vous l'avez vu. Début XIe siècle. On se souvient des chapiteaux ioniques ou corinthiens, mais on leur apporte une fantaisie nouvelle. Et surtout, on trouve des idées nouvelles pour lier harmonieusement les quatre côtés du chapiteau, ce que les Grecs et les Romains avaient du mal à faire. Ici, c'est les rectéions sur l'acropole d'Athènes. À Saint-Germain-des-Prés à Paris, des aigles, ou peut-être des phénix, cet animal mythique qui renaît de ses cendres. La Grèce antique est toujours là, mais on la met un peu de côté. La France s'affirme. On peut dire, et on l'a écrit, que la France, vers l'an 1000, devient le fer de lance de ce mouvement européen qu'est l'art roman. La France se couvre d'un blanc manteau d'église, disent les textes, enfin, disent un texte du moine Glabert, chroniqueur de l'an 1000. Il n'y eut jamais de terreur de l'an 1000. La peur ne fait pas faire de chef-d'œuvre. Ici, l'abbaye de Fontevraud en ajoute. Il faut savoir raison garder fut la devise des Capétiens. Elles sont recueillies et sages à l'extérieur, nos églises romanes, mais à l'intérieur, quel humour! Ici au Mans, fraîcheur et humour. Celui de gauche tire la langue ici, je vous fais remarquer. Hein? Pas bien ça, les enfants. Bon. À la cathédrale Saint-Julien de Souillac dans le Lot, le trumeau fantastique. Des hommes qui ont l'air de se faire dévorer par des animaux bizarres, un loup au milieu. L'imagination au pouvoir. Avant d'être un slogan, ce fut une réalité. Les bénédictins ont certainement travaillé de leurs mains. Ils ont voulu représenter l'enfer, mais en nous faisant rire. Ce pilier a demandé une dextérité bien plus grande que ce que fait au XXe siècle le sculpteur Armand avec cet empilement d'horloges devant la gare Saint-Lazare à Paris. Bon, ça peut être amusant, mais enfin, c'est pas facile à faire. Le tympan somptueux de l'abbaye de Vézelay en Bourgogne nous montre une fois de plus des êtres bizarres. On n'a pas le temps, vous voyez, il y en a un qui a un nez comme ça. Il y a des hommes qui ont des têtes de loup. Il y a aussi, celui-là, c'est pas un balai qui tient, c'est le feu grégeois, je crois. Dès le XIIe siècle, en effet, certains récits de voyage parlent de Cappadociens, peuple de frères siamois. Et les frères siamois, on les voit, ils sont là, mais enfin, on les voit pas bien. Voilà. Attendez, je peux vous les agrandir. Voilà, ça, c'est les frères siamois. Le Christ, il a quand même une main, on a l'impression qu'il va vous flanquer une gifle. Bon, non, mais une certaine distinction quand même. À quoi reconnaît-on, les enfants, que c'est le Christ et non pas un grand saint, par exemple? Quand vous avez la croix dans l'auréole, c'est toujours et uniquement le Christ. Aucun autre saint n'a la croix au milieu. Donc, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'on a reçu effectivement de gens qui voyagent très loin, des contes bizarres. Ils ont vu des Éthiopiens au nez aplati. Alors, le nez aplati, je crois que c'est celui-là. Et dans les compartiments en bas à droite, des Arméniens chaussés de patins, c'est cela. Et en dessous, on représente toujours selon des textes mal interprétés, les panotis. Ça, ce ne sont pas des anges, vous voyez ça? Ce sont des panotis aux grandes oreilles. Et ça, c'est un petit nain bizarre. Voilà. Ces descriptions viennent de Pline l'Ancien, ce Romain qui fit dans son histoire universelle une encyclopédie des connaissances parfois erronées de son temps. L'homme du Moyen-Âge voyage beaucoup. Cet intérêt pour les autres civilisations est une constante en France. Il n'y a aucun repli sur soi dans le peuple comme dans l'Église. Ces hommes bizarres, on les a mis près du Christ comme pour dire, s'il y a des hommes différents de nous, ils ont été créés et voulus par Dieu, eux aussi, et donc ont vocation à aller au ciel. Donc on va les mettre sur les tympans de nos églises. Moi je trouve ça extraordinaire. Est-ce que dans les autres civilisations et d'autres religions, on voit de temps en temps, je ne sais pas moi, des chrétiens au milieu de Bouddha, des gens comme ça? Je ne suis pas sûre, vous voyez, je ne suis pas sûre. Au XIIe siècle, l'abbé Sugère, cet abbé bénédictin qui commença la basilique de Saint-Denis, a reçu un vase égyptien en porphyre, un peu trop sévère pour lui,
Alors il lui a fait rajouter des ailes et un bec d'aigle en or. Ce fut une constante dans l'art français. On accueille les influences étrangères, on s'en inspire, et puis on se dit, bon d'accord, on a compris, et on met le tout à la sauce française, plus légère, plus gaie parfois. Il est vrai cependant qu'à cette époque, Saint Bernard de Clairvaux trouve qu'il y a trop de fantaisie et de richesse dans les lieux de culte. Alors les églises de l'ordre de Cîteaux dont il devient le supérieur deviennent sobres et dépouillées à l'extérieur comme à l'intérieur. Ici l'abbaye du Torronnet. À sa mort à 62 ans, en 1153, Saint Bernard avait créé, combien les enfants vous pensez qu'il avait créé lui-même de monastères? 393 en Europe. La France a donné au monde l'art cistercien et dans un même élan, la seconde partie de l'Ave Maria, Sainte Marie Mère de Dieu, fut composée par Saint Bernard. Vous le saviez ça les enfants? Bon, au XIIe siècle encore, la France donne au monde les vierges couronnées. C'est, paraît-il, une idée qui a germé vers l'an 1100 grâce à un groupe de chrétiens autour d'un neveu de Saint Anselme. Saint Anselme, il était d'Angleterre, mais c'est un neveu de Saint Anselme qui était en France. Le premier vitrail représentant une Vierge couronnée fut commandé par Sugère pour l'église Saint-Étienne, qui était à l'emplacement de Notre-Dame de Paris. Ce vitrail est malheureusement perdu. À partir de cette époque, la Vierge Marie accédera aux emplacements traditionnellement réservés au Christ. Et les anges sont contents. L'art roman peut être très élancé, mais il ne dépassera jamais 28 mètres sous voûte. Ici, Jumièges, près de Rouen, c'est la fin du XIIe, la plus belle ruine de France, disait Victor Hugo. Ces ruines ont l'air de dire « Regardez comme nous sommes belles, fières et droites, malgré tous les coups que nous avons reçus. » Dans l'art roman, la voûte en plein cintre fait peser sur les murs une telle pression qu'ils doivent être très épais et l'on hésite à y faire de grandes ouvertures. Saint-Lizier en Couserans, en Ariège, ici, malgré des cloîtres aux colonnettes très légères, les édifices restent sombres à l'intérieur. Quand on pense que les moines, dans cette obscurité, parfois recopient l'art d'Aimé d'Ovide. Je ne sais pas si vous avez vu l'art d'Aimé d'Ovide, je ne vous le conseille pas. C'est complètement ridicule. On apprend à tromper son mari, enfin ça devient idiot. Ah non, mais c'est vrai. Et malgré tout, au milieu du XIIe siècle, il y eut une grande découverte en architecture, la croisée d'ogives. C'est ce grand X que vous voyez au plafond, ce croisillon de nervures que l'on voit apparaître tout d'abord dans les celliers, les caves ou les réfectoires, mais toujours dans les abbayes bénédictines ou cisterciennes. Vous voyez que ce grand X ici à Saint-Aubin-de-Rennes, j'ai marqué, oui, Saint-Aubin-de-Rennes, eh bien, il repose sur 4 piliers, vous voyez? Les piliers, eux, touchent le sol. Ici, on peut donc évider ça. Ça tient pas trop. Enfin, si vous voulez, c'est surtout le grand X sur lequel repose la voûte. Voilà. Donc, on va pouvoir enfin évider. Où est-ce qu'il est mon petit truc? Évider les trucs. Il est plus loin. Ah oui, vous avez raison, il est encore plus loin. Soyez toujours à côté de moi, monsieur. Je vous remercie. Au bout de 5 points, on a une visite gratuite avec la guide de ce que vous voulez à Paris. Bon. Alors, voilà. On peut donc évider les murs entre les piliers et faire de plus grandes ouvertures, comme ici à l'abbaye de Noirlac, dans le Cher. Et le petit oculus roman pourra devenir de plus en plus grand et gracieux. Ici, Orléans. Quelle fraîcheur, cette rose. Il paraît qu'il vaut mieux dire rose que rosace, enfin on peut dire ce qu'on veut. Avec ces doubles petits feuillages tout autour. Vous les voyez, les enfants? Bon. Reims, 12 mètres de diamètre. Strasbourg, 15 mètres de diamètre. Somptueuses, toutes les roses de France ont des dessins différents. Amiens, 18 mètres de diamètre. Ce qui fait que, je vais vous faire remarquer quand même, la hauteur d'un immeuble de 6 étages, 3 x 5, 15, 3 x 6, 18, voilà, c'est ça, 18 mètres. Flamboyante, quelle élégance dans cette composition. La lumière peut enfin entrer à flot dans un édifice. C'est la France qui possède la plus grande surface de vitraux au monde. Ici, calme, majestueuse, mais simple. Ah non, j'allais dire, non, ça c'est la rose nord de Notre-Dame de Paris, c'est une des plus belles. On ne connaît pas le nom des gens qui ont dessiné ça ou qui ont fait ça. On fait ça pour Dieu, on ne fait pas ça pour sa simple gloire, voilà, exactement.
On sait seulement que celui qui a choisi les couleurs a dit, comme c'est au nord, « J'ai voulu représenter la nuit au moment où elle se retire ». Donc il a mis des mauves, vous voyez, des bleus, et il y a la Vierge au milieu avec son manteau vert. En France, c'est la cathédrale de Metz, la plus claire de toutes les cathédrales du Moyen-Âge, dit-on. Ah non, ça c'est Chartres. Non, c'est Reims, voilà. C'est Reims, 35 mètres de hauteur sous voûte. Pas signé non plus. Et c'est la cathédrale de Metz, la plus claire de toutes les cathédrales du Moyen-Âge. 6500 mètres carrés de vitraux. On l'appelle la lanterne du bon Dieu, tellement la nuit, elle irradie la lumière à l'extérieur. Quand on pense qu'on a appelé cette époque l'obscurantisme médiéval. Le verre cathédral, qui est un vitrail légèrement dépoli pour qu'on ne puisse pas voir à l'extérieur, est une invention française. Il remplace les fines plaques d'albâtre ou le papier huilé. Le chef-d'œuvre de légèreté, évidemment, la Sainte-Chapelle de Paris, qui n'a presque pas de mur. Elle fut construite, vous le savez, comme reliquaire pour y déposer la couronne d'épines du Christ que Saint Louis venait d'acheter, ainsi que d'autres reliques aux chrétiens de Constantinople. Nos maîtres verriers à cette époque étaient demandés en Espagne, en Italie. Mais à propos, dans quel pays est né vraiment l'art gothique? Alors, ça fait 35 ans à peu près que je fais visiter Notre-Dame de Paris. Je pose la question à chaque fois, personne ne sait. L'autre jour, c'est le Chilien. Bravo, monsieur. 2 points pour le monsieur. Comptez vos points. C'est le Chilien qui a répondu autrefois. Je lui ai dit, bravo, monsieur. Vous savez que l'art gothique est né en France. Mais la France, à l'époque, n'était que l'Île-de-France. Les premières cathédrales sont effectivement Saint-Denis, l'abbé Sugère. Alors faites attention, parce qu'il y a des gens très instruits qui vont vous dire « Ouh là là !» Mais en Angleterre, à Durham, il y a une cathédrale gothique qui a été commencée avant Saint-Denis. Alors il faut leur répondre « Oui, mais la partie ancienne est romane. Quant à la partie gothique, elle a été construite par des pierres qui viennent du Cotentin et c'est des bénédictins français qui ont fait la partie gothique. » Paf. Donc après... Ah non, mais moi je me penche toujours du côté où ça ne penche pas. Alors après, donc il y a Noyon dans l'Aisne. Je ne vous les mets pas toutes parce qu'il y en a trop. Dans l'Aisne, vous l'avez, oui, c'est Noyon, ça. Au nord-est de Paris, il y a Soissons aussi. Il y a Laon. Alors Laon, elle est reconnaissable à ses bœufs parce que qui sont sculptés sur les tours ici, là. Voyez, je vais les montrer de plus près pour les enfants. Car dit-on, un bœuf qui tirait les pierres est mort de fatigue en arrivant devant la cathédrale, qui est effectivement sur un promontoire. Alors un autre est arrivé miraculeusement pour remplacer ce pauvre bœuf qui était mort. Et on les voit mieux ici, les bœufs, voyez? Voilà, du coup, la cathédrale de Laon a été presque entièrement financée par la Corporation des bouchers. Alors après Sens, il y aura Senlis, et Notre-Dame de Paris, voilà, je ne vous les mets pas toutes. Victor Hugo disait d'elle « une reine avec sa traîne ». Alors, pourquoi dit-on gothique? Puisque ça n'a rien à voir avec les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths. C'est Vasari, un peintre architecte italien, Vasari, qui a vécu au XVe, début XVIe, qui a lancé ce mot de gothique pour se moquer de notre art, pour faire croire que tout ce qui venait du Nord était barbare. Parce qu'en fait, ce qu'on nous a caché en classe, c'est que tous les regards qui étaient tournés vers l'Italie, parce que l'Italie, c'est la grande maîtresse en matière d'art, eh bien, tout d'un coup, se sont déplacés et ont regardé cette petite île de France qui n'avait pas fait beaucoup parler d'elle avant, la petite île de France. Elle avait regardé sagement les provinces faire des merveilles, la Bourgogne, la Normandie, parce que les ducs de Bourgogne et de Normandie, ils étaient parfois plus riches que le roi de France, hein, vous êtes bien d'accord? Nous avons une grande historienne. Surtout, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Hein. Ah bon, c'est pas... Bon, ah oui, alors bon, d'accord, très bien. Donc... tous les regards se sont tournés vers cette petite île de France qui avait semblé retenir son souffle. Et tout d'un coup, elle a compris, elle vous envoie vers le ciel des montagnes de dentelles, de pierres, qu'on n'a copiées ni des Grecs, ni des Romains, ni des Égyptiens. C'est un art nouveau qui se crée en Île-de-France. Alors l'Italie a été jalouse, parce qu'elle avait besoin d'argent, l'Italie, à la fin du XVe, début XVIe. Et tous les ouvriers alors, partaient plutôt vers la France, qui faisait plein d'églises. Et donc, ils se sont moqués, et malheureusement, Vasari a lancé cette expression. Et moi qui aime bien Louis XIV, et vous aussi, je crois,
eh bien, c'est Louis XIV n'aimait pas l'art gothique, alors il a laissé se répandre ce terme. Notre-Dame de Paris, ça c'est Chartres, dont le soubassement est roman, vous voyez bien, c'est encore roman. Le poète Charles Péguy, qui est l'initiateur des pèlerinages à Chartres, le savait, lui, que l'art gothique était l'art français par excellence, puisqu'il fait dire à Dieu dans un de ses poèmes « Les peuples de la terre te disent léger français, car tu es un peuple prompt, ici Reims. Mais moi je t'ai pesé, dit Dieu, et je ne t'ai pas trouvé léger, ô peuple, inventeur de la cathédrale, je ne t'ai pas trouvé léger en foi. » La cathédrale de Strasbourg fut le bâtiment le plus élevé du monde avec 142,11 mètres de haut. Mais alors maintenant, c'est en Arabie Saoudite, la Kingdom Tower, qui fait 1000 mètres de haut. Et connaissez-vous cette cathédrale? Non? Eh bien, c'est Canton en Chine. Je la trouve un peu jaune, effectivement. Notre art gothique a essaimé très vite. Mais ici, c'est un Français, un certain Vautrin, qui fut chargé de cette cathédrale, qui a été terminée en 1888. Il s'inspira de Sainte-Clotilde à Paris. Oui, la France a donné au monde l'art gothique, au Mans. Lorsque la reine Bérengère, la femme de Richard Cœur de Lion, veut agrandir la cathédrale du Mans, qui était romane, et faire un chœur gothique, elle écrit à Philippe Auguste « Nous ferons le chœur dans le style français ». En latin, ça donne « ars francigenum ». Elle ne sait pas dire autrement. Ce chœur du Mans culmine à 33 mètres, la nef, le chœur culmine à 33 mètres, ça c'est le chœur ici en fin de compte, et la chapelle axiale, mais la nef, elle est beaucoup plus basse. C'est assez beau le Mans parce que vous passez de 22 mètres, tout d'un coup vous êtes dans le chœur et vous passez à 33 mètres sous voûte. Pour que Saint-Julien tienne mieux, on a dédoublé les arcs-boutants, vous voyez, afin qu'ils aient 2 points d'appui au sol, car le ravin est proche. Ils sont donc en forme d'Y renversé. Le plus beau chevet de France, disait Rodin, une cascade de pierre en tout cas. Elles sont solides, nos cathédrales. Ce n'est que par coquetterie que ces vieilles dames de 800 ans font croire qu'elles sont fragiles, graciles, ici Orléans. Quelle légèreté en comparaison des anciens contreforts romans. À propos, quelles sont les 3 fonctions d'un arc-boutant? Tenir le mur, bien sûr, mais pas n'importe où, à la retombée de la croisée d'ogive. Hein. Parce que si vous mettez l'arc-boutant trop bas, ça gonfle, le mur gonfle en haut, et vice-versa si vous mettrez le... Donc il faut bien positionner son truc. Alors, tenir le mur, première fonction. Deuxième fonction, faire beau, parce que vous voyez bien ici à Notre-Dame. Notre-Dame de Paris a tenu sans arc-boutant pendant 60 ans. On voit bien que c'est une autre couleur, ça c'est plus clair. Vous voyez, la nef, le chœur là est beaucoup plus jaune. Et la troisième fonction d'un arc-boutant, monsieur, vous n'allez pas nous en gagner un autre? Vous le voyez bien là. Ce sont des gouttières qui canalisent l'eau le plus loin possible des fondations. Parce que si l'eau tombait dans les fondations, ça serait dangereux. Alors l'eau dégouline comme ça. Après, elles sont réceptionnées par un petit truc, là, ici. Et hop, ça dégouline. Et hop, et ça se termine par des gargouilles qui crachent l'eau le plus loin possible, vous voyez. Alors moi, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, ça me semble beaucoup, mais par forte pluie, au XVe siècle, parfois, eh bien, les gargouilles arrivaient à cracher à 30 mètres des fondations. C'est quand même un peu énorme. Mais bon, on ne sait jamais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Haussmann qui était passé, il ne nous avait pas fait des égouts et tout. Bon. Alors maintenant, on va faire un petit jeu pour savoir quel est. Alors, je vais vous montrer 2 cloîtres. Il faut que vous deviniez celui qui est français et celui qui n'est pas français, pour savoir si vous commencez à sentir un peu l'âme française. Les enfants, regardez bien. Est-ce que c'est celui-là qui est français, ce petit cloître-là? Je vous ai fait exprès de ne pas le mettre. Bon, voilà. Et est-ce que c'est celui-là qui est français? Allez, les enfants. Oui, c'est facile, vous avez trouvé. C'est l'autre? Bravo, 1 point. Bon, très bien. Vous avez tous dit l'autre, c'est bien. Vous avez raison, parce que là, on voit très bien, ça c'est portugais. Les Portugais, ils sont riches, ils sont allés en Amérique du Sud, alors ils vous rapportent des... C'est bien, c'est bien. L'arc trilobé, ça vient des Arabes, l'arc trilobé, et puis des palmiers. Bon, on sent qu'ils sont contents d'être riches, vous voyez. Mais pour la fraîcheur, le petit jet d'eau au milieu, il est un peu juste, vous voyez. C'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est pas français. Voilà, ils ont bien compris, les enfants, c'est bien.
Bon. Alors, quoi? C'est normal, c'est différent. Ben oui, c'est différent, vous avez bien vu. Voilà. Le portugais et le français. Mais oui, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup les Portugais et le Portugal. Mais là, parfois, ils étaient très riches. Alors, ils voulaient montrer qu'ils avaient fait fortune. Voilà, c'est tout. La France a fait jaillir du sol 80 cathédrales gothiques, 500 grandes églises, des milliers de petites églises. Et elle a extrait à elle toute seule plus de pierres que l'Égypte, sachant que la grande pyramide à elle toute seule fait 1 500 000 mètres cubes de pierre. Ici, c'est Reims. Appréciez l'épaisseur des murs en bas et la légèreté au sol. Montesquieu a dit, chose admirable, la religion chrétienne, qui semble n'avoir d'autre objet que la félicité dans l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. On pourrait croire que la Grèce et la Rome antique sont oubliées, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. On parle beaucoup latin à cette époque et certaines femmes sur les murs de nos cathédrales sont habillées à l'antique, comme ici, voyez, la Visitation à Reims. Cela peut paraître étrange, cet amour pour cette civilisation romaine alors qu'elle a fait tant de martyrs chrétiens. Mais saint Justin, au IIe siècle, disait déjà « Tout est nôtre de ce qui a jamais été dit de vrai ». C'est formidable cette phrase, « Tout est nôtre de ce qui a jamais été dit de vrai ». Il disait cela du paganisme qui allait le tuer. Et Thérence, qui est un berbère, maghrébin, comme saint Augustin, a dit « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Le sculpteur Rodin, le sculpteur Rodin, toute la France. Ah oui, le sculpteur Rodin a dit « Toute la France est dans les cathédrales, comme toute la Grèce est en raccourci dans le Parthénon ». Il a raison, tous les aspects de l'âme française sont là en effet. À Reims, la tendresse. À quoi on reconnaît que c'est le Christ, c'est pas n'importe quel papa qui caresse son enfant, les enfants? Bravo, très bien. Il y a la croix. Un point pour vous, un point pour vous. Parce qu'il y a la croix, on la devine, la croix, mais on la voit à peine, mais on la devine quand même. Le sculpteur Rodin a dit « Pour faire de telles merveilles, il fallait avoir l'âme douce ». Et André Malraux a dit « Jamais on n'avait mis autant d'humain dans le sacré, jamais on n'avait vu fleurir autant de douceur sous autant de panache ». Ici, Beauvais, 48 mètres sous voûte, la plus haute cathédrale gothique du monde. Mais la plus spacieuse, c'est Séville, en Espagne. Donc, côte à côte, tendresse, panache, fraîcheur, ce sont les petites fleurs, les petites plantes des talus, celles que l'on foule aux pieds parfois, qui sont immortalisées à côté des saints ou des anges. Ici, à Bourges, c'est de l'armoise, je crois, dont on fait des tisanes. À Paris, une petite églantine. Mais on sculpte aussi souvent du houx, du figuier, du lierre, du noisetier. Le tempérament français a réalisé la perfection, a dit Rodin, mais il l'a recouverte d'une voile de modestie. C'est vrai, sous le panache, eh bien, il y a de la fraîcheur et on ne se prend pas au sérieux. Ici, c'est du chou rampant ou chouf. C'est du chou rampant. Et le chou frisé, c'est plus frisé, vous voyez, c'est ce qu'on dit en architecture. Ici, un petit escargot sur une feuille de chou. On sait que les Gaulois mangeaient du chou 2 fois par jour l'hiver. Et d'ailleurs, les Arabes appelaient le chou le légume des chrétiens. Panache et fraîcheur intimement mêlés sur ce gable d'Amiens. Une frise de petites églantines, vous voyez, tout autour. Mais je trouve ça ravissant, ça. Marcel Proust appelait l'églantier l'arbre catholique et délicieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a sans doute d'autres... Je crois qu'au Moyen-Orient, il y a des civilisations qui ont mis beaucoup de fleurs aussi dans leur architecture. Mais en France, on met aussi de l'humour. Sur une stalle du XVe siècle de la collégiale de Thann en Alsace, cet homme chic, à moins qu'il ait une fluxion. Et sur beaucoup de miséricorde, on trouve non seulement de l'humour, mais même des scènes vraiment scabreuses. Et l'Église a laissé passer ça, vraiment. Et alors, sur Notre-Dame de Paris, moi j'ose à peine. Il y a des guides qui n'osent pas montrer ça. Moi je trouve que c'est une manière d'apologétique extraordinaire. Regardez, vous avez une démone, vous voyez, avec une chaîne autour du cou, une grande bouche, des oreilles pointues. Bon, elle est assise sur un moine. Là, il a la calotte des petits moines, vous voyez, là. Et on la voit pas de profil, parce que je n'ai pas osé mettre tout. Mais elle écarte les jambes et elle fait carrément pipi sur une tête d'évêque. Et si on a des jumelles, on peut voir des petites gouttelettes. Et il y a le roi en bas. Et le roi, il a la tête en bas, les fesses en l'air, et il y a un petit démon qui lui met un bâton dans l'arrière-train. Et ça, on pense que Saint Louis l'a vu, parce que Saint Louis a vu la façade de Notre-Dame terminée. Et il l'a laissée.
Pas, c'est comme si Mitterrand s'était fait représenter comme ça sur l'Opéra Bastille. Bah, non, mais on s'est rigolé, vous voyez, en France, c'est ça. Et puis l'Église n'a jamais été coincée complètement, c'est pas vrai. Il y avait d'ailleurs la fête des fous, vous savez, on laissait une journée par an. On disait aux gens, bon, allez, vous voulez vous moquer de l'Église? Eh bien, allez-y, moquez-vous. Vous avez les 24 heures, puis pas plus. Alors, ils s'amusaient à se déguiser en... Bon, alors, mais en général, en fait, la France, au contraire, a donné beaucoup d'importance à la femme, et ce sont l'amour, le respect de la femme que montrent nos cathédrales dans la représentation des vices et des vertus. Les vertus sont toujours en haut, et ce sont des femmes, à quelques exceptions près, et les hommes en bas sont des vices. Comme misogynie, on fait mieux. Alors ici, c'est la... Alors, on va voir quel est le contraire de l'orgueil, les enfants. Ici, elle tient une... Oui, l'humilité, tu l'as dit? Eh bien, c'est très bien, un point pour toi. C'est lui qui l'a dit le premier. C'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité, elle tient une colombe. Et là, il représente toujours l'orgueil par un chevalier qui se casse la figure de son cheval. Il avait dû dire, regardez comme je monte bien à cheval, et puis pas du tout. Voilà, bon, un livre, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est André Malraux qui a dit, une religion qui fait s'agenouiller des hommes devant une femme est bien peu susceptible de misogynie. Car le XIIIe siècle est l'époque de l'amour courtois, c'est-à-dire l'amour de la cour, corte, on disait. Le chevalier fait des prouesses pour sa dame. Sa dame, c'est pas sa maîtresse, hein, ça peut être sa femme, ça peut être aussi une dame qu'il a choisie. Peut-être est-ce en France que l'on trouve dans l'art autant d'hommes agenouillés devant des femmes. Et la France donne au monde ce terme de Notre-Dame, qui arrive à cette époque avec l'amour courtois. Avant, les églises s'appelaient Sainte-Marie. Alors on dit Our Lady en anglais, Nuestra Señora. Mais en Russie, ce terme est intraduisible. En slave, on dit... alors on m'a dit qu'en Russie, comme on ne savait pas trop le dire, on dit Notre-Dame. Moi, j'en ai parlé des Russes, ils m'ont dit ça, mais je ne suis pas sûre. Mais et les femmes sont ravies. Voyez, malgré des scènes d'enfer, l'art gothique est gai. Jamais l'Égypte, la Grèce ou la Rome antique n'avait fait sourire la femme en sculpture comme en peinture. Vous pouvez vérifier dans les musées, vous savez. Ici, à la cathédrale de Bourges, le sculpteur a voulu représenter, dit-on, Marguerite de Provence, la femme de Saint-Louis. Mais il l'a sans doute jamais vue, alors il prend sa fille ou une jolie fille qui passe dans le coin et puis il la sculpte. Alors, à Bourges, il paraît qu'il y aurait plus d'une centaine de femmes qui sourient. Mais les beaux jours ne vont pas durer et la femme va pleurer dans l'art. Au XIVe siècle, la peste noire décime presque la moitié de la population française et la France donne au monde les danses macabres. La plus ancienne était non pas en Allemagne, comme on l'a cru pendant un certain temps, mais à Paris. La mort, avec Sappho, emporte avec elle dans une farandole toute la hiérarchie humaine, depuis le pape et l'empereur jusqu'au mendiant. On rit de la mort en Occident. Le courage chrétien, c'est le mépris de la mort, pas le mépris de la vie. Nous ne sommes pas des kamikazes, c'est vrai. La vie, on l'aime dans les pays chrétiens. Au XIVe siècle arrivent les premières pietà et les premières grandes mises au tombeau. La tristesse du temps nous donnera des expressions qui sont parmi les plus émouvantes au monde. Ici, Chaours. Dommage que le fromage soit plus connu que cette mise au tombeau. Une des plus belles d'Europe, dont on ne connaît pas l'auteur. Bon, peut-être Jacques Bachot, mais enfin, on n'en est pas sûr. On l'appelle simplement le maître de Chaours. Le poète Charles Péguy a tout compris de l'âme française lorsqu'il fait dire à Dieu, à un Dieu un peu chauvin, c'est vrai. Ô mon peuple français, le seul qui prie, le seul qui pleure, non, le seul c'est peut-être faux quand même, hein, le seul qui pleure sans contorsion, le seul qui ne verse que des larmes décentes. Ici la Marie-Madeleine de Solesmes. Oui, Rodin a raison de dire que la France a atteint la perfection et la recouverte d'un voile de modestie. Alors ici, Notre-Dame de Grâce du musée des Augustins à Toulouse. Alors quand vous voyez une vierge qui a l'air de se débarrasser de son enfant Jésus comme dans un match de foot, c'est que le donateur était sculpté ici et la donatrice était représentée de l'autre côté. Voilà, quand l'enfant Jésus est toujours tourné vers le donateur et la Vierge Marie. Mais alors regardez cette petite Vierge, mais c'est un amour.
On dirait une petite fille de 15 ans peut-être à peine, qui ne peut plus ouvrir les yeux tellement elle a pleuré. Et elle a la lèvre légèrement gonflée, comme les enfants qui ont trop pleuré. Quel charmant petit double menton! Quelle délicatesse a-t-il fallu pour travailler ainsi la pierre? À quoi sert l'art si ce n'est à faire mieux aimer? En l'an 2000, cette statue a été refaite. On aurait pu lui arranger le nez quand même. Parfois, sous certains angles, on a l'impression qu'elle a un anneau dans le nez. Ce n'était pas du tout la mode à l'époque. Bon. Alors, voyez, dans les pays chrétiens en général, on ne fait pas de frises de femmes toutes semblables, comme en Asie ou en certains pays du Moyen-Orient. Ici, ce sont des apsaras au Cambodge, ces nymphes qui charmaient les dieux. Un art nouveau apparaît en France grâce à cet homme peint par Jean et François Clouet. François Ier, presque 2 mètres de haut, comme l'atteste son armure, on a pu vérifier. Il fait venir... Alors, quel est l'autre grand roi de France par la taille? Par la taille. Bravo! Un point pour vous, mais vous êtes... Bon, il faut laisser par les autres. Non, mais vous avez raison. Effectivement, on représente toujours Louis XVI dans les films comme un petit gros. Eh bien, pas du tout. Il faisait 1,93 m. Alors, voyez, on a pourtant été défait à Pavie à cette époque, mais il n'y a aucun repli sur soi dans l'art français. Et on les aime, les Italiens. Et c'est peut-être Léonard de Vinci qui a fait le plan de Chambord. Somptueux, comme savent faire les Italiens. Mais regardez bien les toitures. En avez-vous vu en Italie des toitures comme celle-ci? Non. Ces tours, ces clochetons sont dans le style français. Les Italiens, quand ils viennent en France, font du français. C'est la France, jusqu'à présent, qui faisait les Français. C'est la Renaissance. Le château n'est plus fort, il est charmant. À compter de la somptuosité de Chambord, la grâce bien française d'Azay le Rideau. Un château un peu féminin, vous ne trouvez pas? C'est normal. C'est une femme qui s'appelait Philippa Lesbailly, qui en a fait les plans, son mari étant éloigné du domaine. On connaît le nom du maçon, du sculpteur, du charpentier, tous français. Chenonceau aussi est tout frémissant de féminité. C'est une femme, Catherine Brissonnet, qui en a fait les plans. Et c'est Catherine de Médicis, la femme d'Henri II, qui a voulu cette galerie sur l'eau. C'est à cette époque que le poète Joachim du Bellay, retenu en Italie à la nostalgie de la douce France, quand reverrai-je l'âge de mon petit village fumer la cheminée. Voilà, mais là ils se sont trompés, hein. Vous êtes bien d'accord, madame? Regardez, parce qu'ils mettent la douceur angéline, le Loir, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, où est-ce qu'il est le Loir? Et ils ont mis, ah voilà, plus le, et là j'ai barré parce que c'est le Loir, c'est pas la Loire, et là ils ont mis à eux, ça devrait pas. Voilà. Plus, mon nana. Donc tout est dit. Rome, à cette époque, est toujours étudiée, mais la France, elle, est aimée. Alors Charles VIII va faire venir aussi Della Robbia. Les Italiens nous ont apporté une somptuosité, une dextérité remarquable, mais aussi un certain maniérisme, je trouve. Ces femmes, par le primatis, sont à Fontainebleau. Elles sont impersonnelles et beaucoup moins émouvantes, me semble-t-il, que ce que faisaient les paysans ou les moines dans les campagnes françaises. Alors, au bout d'un moment, les Français vont en avoir un peu assez et il va y avoir une réaction. En peinture, ce sera famille de paysans par les frères Lenain. 3 frères qui travaillent ensemble, issus eux-mêmes d'une famille paysanne. Le réalisme français est revenu. Cette famille est pauvre. Mais on voit, par exemple, il y en a un il y a comme un trait ici, à mon avis, il y en a un on lui a dit, ça, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, et toi, tu vas faire ça. Enfin bon. Alors, voyez, ils sont pauvres, c'est l'époque de la fronde. Ils sont pieds nus sur de la terre battue. Malgré tout, en France, on a toujours un petit verre de vin à la main. À mon avis, l'homme devait l'avoir peu de temps avant de poser. On lui a dit, arrête de boire, prends plutôt une miche de pain, tu auras l'air moins saoul. Moi, il me fait penser à Daniel Auteuil dans le film Manon des Sourds, vous savez, les yeux pleins de conjonctivite. Et puis, il a bien ce regard qu'ont parfois les paysans quand ils ne connaissent pas. Les gens, ils doivent se dire, qu'est-ce que c'est que ce gars qui vient nous regarder de près, qu'on a laissé rentrer? Il est extraordinaire. Mais c'est la mère ou la grand-mère, je ne sais pas, à gauche, qui attire les regards. Alors, je vous fais remarquer que la jeune femme ici, la jeune fille, se tient sur sa chaise comme la reine d'Angleterre, les genoux rapprochés. C'est comme ça qu'il faut se tenir, hein.
Elle est formidable de dignité, mais elle est sale, elle a les pieds sales. Le petit gars, et alors le petit jeune, eh bien, il joue. Vous voyez, on ne dramatise pas dans l'art français. On peut être pauvre, avoir un pantalon dégoûtant, eh bien, on joue de la voilà. Et alors c'est la femme la plus âgée qui est merveilleuse. Vous voyez le petit enfant, comme il est mignon, avec sa petite flûte, comme il est mignon. Et à cette époque, je fais remarquer qu'en Espagne, eh bien, Murillo peint un petit mendiant qui se cherche l'époux. Il a les pieds sales, vous voyez la différence. Les Espagnols sont plus réalistes et dramatiques que nous. Et c'est bien que chaque pays soit différent. Fin 16e, la France donne au monde les plafonds à la française. Ici, c'est celui du château de Blois. Et les lits à la française. Alors cela veut dire que le baldaquin a la même forme que le lit et que le lit a la tête contre le mur. Parce que quand on parle de lit à la polonaise, c'est quand le lit est le long du mur et que le baldaquin est rond souvent. Au début du XVIIe siècle, la France donne au monde les toits à la mansarde. Comment dit-on toit à la mansarde en anglais? Mansarde roof. Alors il s'agit de François Mansart et non pas de Jules Hardouin, son neveu par alliance. En fait, il a eu 5 architectes dans la famille. Ici, c'est le château de Bézancourt en Picardie. Mais au milieu du XVIIe siècle, une grande vague italienne déferle à nouveau sur la France et l'Europe, l'art baroque, que l'on accueille avec enthousiasme. Ici, c'est la chapelle des Pénitentoires de Villefranche-de-Rouergue. Cet art baroque est une réponse à Luther, qui veut enlever tout ornement des églises et surtout les statues des saints. Cet art baroque se répandra beaucoup du Midi jusqu'en Bretagne, tout au long du XVIIe siècle. Mais bizarrement, en arrivant en Île-de-France, cet art ne s'est pas vraiment implanté. Il s'est assagi, juste une coulée d'or au-dessus de l'hôtel principal de la chapelle de Versailles notamment. Et regardez comme c'est sobre et élégant. Alors que s'est-il passé? Pourquoi cet art ne s'est pas implanté chez nous? Il s'est passé Louis XIV, ici peint par Charles Lebrun. À 23 ans, à la mort de son parrain Mazarin, quand il assure effectivement le pouvoir, Louis XIV ne sait pas encore bien quels sont les grands artistes français de son temps. En revanche, comme l'Europe entière, il regarde vers l'Italie, vers Rome. Vous voyez bien qu'il regarde vers Rome, là, où travaille celui qu'on appelle le nouveau Michel-Ange, le Bernin, Bernini. Le Bernin qui vient de terminer la place de Saint-Pierre de Rome et les colonnes torsadées à l'intérieur de la basilique. Et comme Louis XIV veut le meilleur pour son pays, il demande la permission au pape de lui prêter le Bernin. Le pape n'a pas l'habitude de prêter son Bernin, mais pour le roi de France, il accepte. Et le Bernin arrive à Paris avec sa mule, sur sa mule, entouré d'un grand nombre plus d'une centaine d'ouvriers italiens. Il avait fait un projet grandiose pour l'entrée du Louvre, qui n'était pas encore un musée, côté est, mais on lui fait remarquer que ce n'est pas le style de Paris. Il n'a pas l'habitude de refaire ses dessins le Bernin, mais pour le roi de France, il accepte et il en fait un plus sobre. On commence les fondations, qu'on voit d'ailleurs en dessous, mais le Bernin veut transformer complètement la cour carrée du Louvre et casser la partie 16e siècle à gauche sur la photo. On hésite, sans trop d'enthousiasme, on commence tout de même les fondations. Mais le Bernin, il veut démolir Saint-Germain-l'Auxerrois, il veut faire une grande place aussi devant le Louvre du côté est. On est quand même un petit peu embêté. Alors on va chercher Louis XIV et la phrase de ce roi de 26 ans à l'époque va tomber. J'ai quelque affection de conserver ce qu'ont fait mes prédécesseurs. À partir de cette phrase, aucun projet du Bernin n'aboutira et ce grand artiste que toutes les cours d'Europe s'arrachent repartira chez lui sur sa mule, suivi de tous les ouvriers italiens. Je ne sais pas si vous entendez d'ici le ouf de soulagement qu'ont fait tous les artistes français qui en avaient un peu assez de travailler sous les ordres des Italiens depuis la Renaissance. Ils se sont dit, enfin, nous allons montrer au roi qu'on sait faire aussi bien que les Italiens. D'ailleurs, c'est une époque, moi j'aime beaucoup et en plus de ça, il y a Colbert, les Français ne voulaient pas travailler avec les Italiens, les ouvriers italiens. Alors Colbert est bien embêté, il dit, bon ben c'est très bien, alors on va vous demander, il y aura l'équipe française, l'équipe italienne, et il faudra que vous me fassiez un mur, et le premier qui aura terminé, ben, c'est celui-là qui remportera le... Et alors, de partout, comme sur un match de foot, il y a tous les Français qui répliquent pour dire « Allez, allez les Français » et tout. Et à un moment, cri de joie, le mur italien s'effondre.
Alors, le Bernard dit, me prends pour un enfant, me prends pour un enfant, je vais repartir en Italie. On lui dit, oh non, on va en parler au roi. Ça s'est fait avec énormément d'élégance. Mais, alors, on lui dit, mais vous ferez la statue de Louis XIV à cheval quand vous serez là-bas. Hein. Alors, de loin, il y avait le Bernard qui croquait Louis XIV. Alors, Louis XIV le voyait. Alors, il s'excusait. Le Bernard disait, soy robando, je dérobe, je vole. Et élégamment, Louis XIV lui a répondu, ma per restituire. Bon, ça s'est fait tout ça avec beaucoup d'élégance. Tout le monde en avait marre. Il est reparti en disant d'ailleurs la méthode. Alors, voilà, alors pardon, je comprends pas pourquoi ça s'est revenu. Et c'est d'ailleurs Claude Perrault qui a fait la façade côté est du Louvre, cette façade-là. C'est Claude Perrault qui est le frère de qui, les enfants, avec un nom pareil? Charles Perrault, celui qui a fait les lettres, voilà, les contes de Perrault, voilà, exactement. Bon, alors il a été reparti, le Bernard, à Rome en disant « La méthode française est petite, mesquine et grise ». Il a raison, le Bernard. Nos façades ne sont pas aussi colorées qu'en Italie. Elles sont parfois grises, elles ondulent moins qu'en Italie. Elles sont trop sages peut-être avec leurs lignes droites. Oui, mais la ligne droite, cela peut donner aussi Versailles. Et le grand siècle commence. La France donne au monde les jardins à la française, réguliers sans monotonie, mesurés dans la grandeur, équilibrés dans la majesté, noblesse sans sécheresse. Le roi ne veut que du grand, mais en même temps que du sage et du raisonnable, dit à l'époque le chancelier de Pontchartrain. Le classicisme est une ascèse. Cette perspective est à la fois exaltante et apaisante. Le poète Péguy a tout compris de l'âme française quand il fait dire à Dieu, à un Dieu un peu chauvin, je reconnais, « Ô mon peuple jardinier, peuple ami du cordeau et du plantoir, peuple patient, qui a la patience de désherber. » C'est vrai, ici c'est Vaux-le-Vicomte. Plus tard, Rivarol dira « Tout ce qui est anglais est confus, tout ce qui est français est clair. » J'espère qu'il n'y a pas d'anglais dans la salle. Bon. Ces parterres sont des tapis que l'on déroule sous les pieds des visiteurs, car c'est l'homme qui est important et qui doit être mis en valeur, comme dans la Grèce antique. Ce sens de la symétrie, on le retrouve dans les vers de Corneille, Racine, Molière. Chantilly, le jardin préféré du jardinier André Le Nôtre. C'était pas Versailles, c'était André Le Nôtre. Quand je pense que ce pauvre jardinier n'a jamais vu son dessin, et je vous fais remarquer que pour qu'on voit, quand on est en bas, les bassins bien ronds, on fait des bassins ovales. Vous voyez, pour que ça... À cette époque, les Anglais disent de nous, ces Français sont enragés d'unité. La simplicité peut aussi atteindre au sublime. Tout en inventant un art bien français, nous restons dans l'art gréco-romain, dans le parc de Versailles, le Rhône, du sculpteur Coissevaux, à la majesté du Tibre romain. Mais on sent que les sculpteurs du XVIIe siècle veulent faire mieux que les Romains. Et je trouve qu'il est... Bon, il est pas mal, mais il a la tête dans les épaules, cette épaule est très mal foutue. Bon, non, c'est pas que je suis chauvine du tout. Bon, et regardez, et lui, il a plus d'allure en fait. Non, il est plus musclé. Il est plus musclé. Et puis, c'est pas la peine de mettre plein de petits amours avec les fesses en l'air, on s'en fiche. Vous voyez, là, il y en a qu'un qui adoucit ce que cette statue pouvait avoir d'un peu trop majestueux et tout. Et le petit amour à sa petite main qui lui dit, regarde-moi aussi un peu. Voilà, alors je vous fais remarquer, regardez, est-ce qu'un tyran aurait fait un château comme ça avec que des porte-fenêtres? Comment dit-on porte-fenêtre en anglais? French window ou bow window. Bon, en France, les troupes de l'émotion sont toujours filtrées à travers l'élégance rêveuse ou la dignité de ton. Les nymphes du parterre d'eau, ici c'est la nymphe aux perles, parce qu'elle a des perles dans sa chevelure, elles rêvent encore à la Grèce antique. Mais ces nymphes de Versailles ont appris à faire de leurs nattes de vrais chefs-d'œuvre, plus élégantes que celles que faisaient leurs ancêtres romaines. Parce que ça, c'est encore beaucoup plus beau que la coiffure de la Vénus de Milo. Hein, ça, je suis désolée. Mais... Et puis, alors, celle-là, elle a l'air de s'exprimer. C'est Pierre Legros qui a fait ça, c'est vrai. Et à Versailles, comme autant des cathédrales, sous la grandeur, on trouve aussi l'humour. Moi, j'aime bien Péguy qui a tout pigé. C'est embêtant, dit Dieu, quand il n'y aura plus ces Français. Il y a des choses que je fais, il n'y aura plus personne pour les comprendre.
Au XVIIe siècle, il y eut Pascal, il y eut Descartes, il y eut l'abbé Picard qui calcula les longitudes et l'abbé Mariotte qui fit faire à l'hydraulique des progrès énormes. Ici, le bassin de Neptune à Versailles. D'une ville sans eau, sans aucune rivière, seulement quelques marécages. Ils ont réussi à faire le symbole des grandes eaux. C'est extraordinaire. Mais au grand siècle, on ne s'intéresse pas qu'à l'eau. On s'occupe aussi du vin. Et la France donne au monde le champagne. C'est un bénédictin, Dom Pérignon, qui est mort la même année que Louis XIV en 1715, qui a inventé le champagne, et son disciple est Don Ruinart, bénédictin. Le Ruinart, c'est le meilleur champagne. Hein. Oui, il est ruineux, mais il est vraiment bon. Mais c'est encore un bénédictin, le disciple de Dom Pérignon, qui a donné son nom. Voilà. C'est le grand siècle à tout point de vue. Malgré l'édit de Nantes, malgré, ce n'est pas sûr, malgré l'édit de Nantes qui, comme vous le savez, n'est pas une jeune femme anglaise. Oui, parce que c'est Proust qui disait, les gens, attends, il a dit comment Proust ah oui, le comble de l'ignorance serait de croire qu'il s'agit d'une jeune femme anglaise lorsque l'on parle de l'édit de Nantes. Il avait de l'humour, Proust, je ne savais pas qu'il y en avait, mais enfin... de l'humour, voilà. Bon, alors l'âme française, souriante, n'a pas été supprimée sous Louis XIV, comme on le dit. Dans le parc de Versailles, ces petits amours semblent attendre que les fleurs poussent. Louis XIV avait dit, je sais que Colbert voulait lui mettre des Apollons grecs partout, et c'est Louis XIV qui a dit, on a la phrase de Louis XIV qui va en s'agrandissant, il s'est enthousiasmé en disant ça, il a dit, je veux de l'enfance répandue partout. Et effectivement, il y a plein de petits marmousets. Alors là, c'est un vase que j'aime bien présenter parce que regardez, là, il y avait trois petites, on ne voit pas très bien, il y avait trois petites fleurs de lys qui ont été grattées à la Révolution et à la place, mais on ne voit pas bien, à la place, je vais essayer de... Et à la place, ils ont mis le triangle, on ne le voit pas, avec le fil à plomb. Le fil à plomb, on l'aperçoit ici. Et ils ont mis le triangle franc-maçon. Et dans le parc de Versailles, ils ont gratté souvent les fleurs de lys sur les vases. Et on voit parfois un symbole, un triangle et le fil à plomb. Ce triton par François Girardon salue Molière. Il vient de saluer Molière, Racine, La Fontaine qui viennent de passer près de lui. Magnifiques représentants, eux aussi, de la clarté française. Mais pourquoi Louis XIV n'a-t-il pas fait un grand et beau théâtre pour Molière qu'il aimait tant? Celui de Versailles date de Louis XVI. Eh bien peut-être parce qu'il a fait passer avant son plaisir les culs-de-jatte et les manchots des guerres et il leur a construit un palais, peut-être plus beau que Versailles, avec ce dôme magnifique par Jules Hardouin-Mansart. J'ai bien comparé, je trouve plus beau que Saint-Paul de Londres, plus beau que Saint-Pierre de Rome et de beaucoup d'autres. Versailles commence en 1661, les Invalides 10 ans après. Louis XIV y avait pensé tout jeune. Les textes disent, pour les Invalides, ce fut la grande pensée du règne. On n'a pas dit cela de Versailles. Alors certains diront oui, mais c'était pour la gloire de ce roi vaniteux. Peut-être vaut-il mieux mettre sa gloire à combler les pauvres, et une fois de plus, sous la grandeur, vous avez l'humour. Parce que vous voyez, quand vous êtes aux Invalides, on ne vous laisse pas vous esbaudir à droite et à gauche, parce qu'ils n'aiment pas. Alors, on se fait siffler. Mais moi, j'avais remarqué qu'il y avait des petits mascarons au-dessus de toutes ces fenêtres qui ne sont pas tout à fait encore des portes-fenêtres. Alors, j'ai demandé la permission et on m'a laissé aller avec une amie photographe. Et on a photographié tous ces personnes. Alors, celui-là, il est complètement vérolé. Celui-là, il louche, vous voyez. Celui-là, il pleure. Et celui-là, il grogne. Mais voyez, mais non, mais il y a de l'humour. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait plus d'humour sous Louis XIV que sous Louis XV. Sous Louis XV, ça devient charmant, mignon, mais il y a beaucoup plus d'humour sous Louis XIV. Et vous avez des mascarons comme ça sur les écuries de Versailles aussi. Mais quand il s'agit d'un passage, vous savez, d'un mascaron qui doit être au-dessus d'un passage qui mène à une cour intérieure, ce ne sont plus des hommes qui font la grimace, mais des femmes, et aucune femme ne fait la grimace. Galanterie française oblige. Alors, à cette époque, la France invente l'opéra-ballet, et le roi Louis XIV ne craint pas de monter sur scène. Le musicien Marc-Antoine Charpentier n'attend pas la télévision pour composer l'air de l'Eurovision.
Ta 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 ta. Lully n'attend pas les Anglais pour composer l'air du God Save the Queen qu'on a donné à l'Angleterre. C'est un air français. Il fait partie de cet air d'un Te Deum de Marc-Antoine Champollion. La France est tellement riche de talent à cette époque qu'elle peut en donner aux autres pays. Pendant ce temps, Louis XIV fuit les mondanités, se détend au Grand Trianon qui pour le monde entier est typiquement français. Il a donné lui-même à l'architecte Jules Hardouin-Mansart l'idée de cette élégante colonnade, sans rien en lui qui pèse ni qui pose, comme dira plus tard Verlaine. Certains pays trouveraient peut-être que ce château n'est pas digne d'un roi. Comme c'est bizarre. Alors c'est au moment où Vauban construit cette ceinture de fer, voyez, et là, tous, alors vous, les jeunes, ils connaissent tous le Fort Vauban, bien sûr, parce que voilà, il y a des jeux dans le Fort Vauban. Le Fort Vauban, il est là, par là. Hein. Mais ils ne l'ont pas mis, c'est bizarre. Il doit être là, le Fort Vauban. Hein. Il doit être par là, oui. Mais alors, on protège aussi les frontières de ce côté-là. Eh bien, c'est comme c'est bizarre. C'est à ce moment-là que la France n'a jamais été plus rayonnante à l'étranger. On parle français en Russie, on y copie les règles de politesse française. La bibliothèque personnelle de Frédéric II de Prusse, conservée à Berlin, ne contient que des livres écrits en français. Jusqu'à l'empereur de Chine, qui se fait faire une perruque comme Louis XIV. Alors que vous pouvez regarder, la plupart des Chinois, ils avaient des petites calottes noires, comme ça, des petits chapeaux noirs. Il n'a pas l'air à peine abruti là-dessus. Bon. La France donne au monde le pli à la française. Alors le pli à la française, c'est quand vous avez ce pli plat qui part de la nuque et qui descend, qui fait parfois comme une petite traîne. Alors ce charmant, délicieux Watteau, si français, de quel siècle est-il? On le croit du XVIIIe siècle. Pourtant, il a vécu la plus grande partie de sa vie sous Louis XIV, puisqu'il est né en 1684 et mort à 6 ans après Louis XIV seulement, en 1721. Ça s'appelle l'enseigne de Gersaint. Gersaint était le marchand de tableaux pour lequel il travaillait et qui le payait très mal. Watteau est le peintre des fêtes galantes. Pourtant, il ne lui est arrivé que des misères dans sa vie. Il était pauvre. Ce Gersaint, ce marchand de tableaux, ne le payait pas. Il a perdu sa femme très tôt. Il est mort tuberculeux à 37 ans. Mais il a eu l'élégance de ne jamais montrer ses angoisses dans ses tableaux. C'est de l'art, cela aussi. C'est le contraire de ce que font maintenant les artistes comme Picasso et les autres. Picasso qui a dit « Ce n'est pas ce que fait un artiste qui compte, mais ce qu'il est ». Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Quelle prétention. Et là, vous avez Jean-François de Troyes, vous avez de nouveau un homme, et puis encore le pli à la française, voilà, qui fait comme une petite traîne. Regardez ce gris et ce rose, comme ça va bien ensemble. Et c'est toujours la femme qui est la plus claire et souvent la mise en valeur dans ces tableaux. C'est ravissant, c'est très synthétiquement français. Bon, c'est très, oui, voilà, c'est très 18e. Mais il y a aussi, au 19e siècle, quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui n'est pas apparu. C'est le Bénédicité de Chardin. Chardin était pauvre. Le seul voyage qu'il ait fait, c'est Paris-Fontainebleau. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Il n'était pas très riche, il était pauvre, mais il a montré l'amour. Vous voyez, ça s'appelle le Bénédicité, les enfants, vous voyez. La maman regarde bien si sa petite fille joint les mains avant de manger son repas, et la grande sœur regarde aussi si la petite fille. Vous voyez, ce qui est très difficile à faire dans l'art, c'est que les regards convergent exactement là où il faut. Et bien là, les regards vont exactement là où il faut. Il est délicieux, Chardin. Alors, il y a aussi Houdon. Alors, Houdon, je ne vous ai peut-être pas assez fait remarquer que les yeux, parfois, on a du mal à les faire. Mais Houdon, il fait des yeux fantastiques parce qu'il fait une petite larme de pierre, vous voyez, pour montrer le petit rond blanc que nous avons tous dans les yeux. Et puis, ses visages sont expressifs. On a l'impression que ça, c'est Diderot. On a l'impression qu'il parle là ou qu'il est en train de penser à quelque chose. À cette époque, donc fin 18e, eh bien, la Révolution, les philosophes préparent la Révolution française, mais à cette époque, tout le monde s'en balance. Alors, je vais vous faire remarquer que le
monsieur qui est là est bien placé pour rattraper au vol le petit soulier de la jeune fille. Ça. Oui, vous voyez. Puis il y en a un, et on faisait balancer très haut avec une corde, vous voyez, quelqu'un. Et là, le petit amour a l'air de dire, chut, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Voilà, Marat dans sa baignoire par le peintre David. Voilà, à la Révolution, évidemment, il faut que l'art célèbre la vertu et condamne le vice. Alors là, il n'est plus question de s'amuser, même s'il y en a un qui n'est pas assez connu, c'est Boilly. Boilly, je l'ai découvert parce qu'il est enterré au Père-Lachaise, je ne le connaissais pas bien. Il a fait des portraits absolument tordants, il s'amuse beaucoup. Il paraît qu'il n'y a que dans les pays catholiques qu'on a présenté toutes les expressions du visage humain, depuis la grande tristesse jusqu'à la grande joie, en passant par la colère. Je ne sais pas, moi je n'ai pas voyagé assez. Pardon? Alors il y en a un qui tire la langue, celui-là, on dit, je sais pas, il est affreux. Alors heureusement, lui, il a failli être guillotiné, Boilly. Heureusement, il avait fait Marat porté en triomphe avant la Révolution, ça l'a sauvé. Bon. Alors, il n'y a pas grand-chose. Bon. Non, mais comment ça se fait que j'en ai pas? Bon. Vous voyez, il y en a, je ne comprends pas parce que j'en ai qui ne veulent pas passer. Parce que là, j'en avais d'autres et là, je ne comprends pas. Bon, très bien, ça ne fait rien. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Donc, voilà. Alors, au XIXe siècle, enfin, sous Napoléon, cette tasse est un peu à l'image de la France. Elle est exsangue, elle a perdu beaucoup de ses fleurs, mais à peine remise de ses blessures, elle essaie encore d'être élégante et invente une fois encore un style nouveau, le style empire. En 25 ans, de 89 à 1815, 1 500 000 Français viennent de mourir, mais la France, elle, ne meurt pas. On continue, vous n'avez pas trop passé là? Bon, alors Claude Monet, voilà, alors nous arrivons qu'au 19e siècle, donc Claude Monet est mort en 1926. Il passe des heures dans la nature à étudier la variation perpétuelle de la lumière. Il peint ici le port du Havre. Son frère, voyant ce tableau inachevé, lui dit « C'est une impression de soleil couchant. » Le mot est lancé. La France donne au monde d'une certaine manière l'impressionnisme de Claude Monet. Moi j'aime beaucoup la Pie avec ses reflets. C'est vrai qu'il y a du bleu sur la neige souvent avec le soleil couchant. La Pie, est-ce que vous la voyez les enfants, la Pie? Elle est où? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Bravo, un point pour tous. Et alors les nymphéas, ce jardin de Giverny est tout petit, mais très connu dans le monde entier. La reine d'Angleterre y est allée il y a quelques années. Ravissante harmonie de couleurs, mais les reflets sur l'eau, moi je trouve qu'ils ne sont pas forcément bien rendus. Je sais pas, c'est extraordinaire. Moi j'avoue que moi je préfère Camille Corot. Alors Corot, ici souvenir de Mortefontaine. Tout est calme et laiteux, la lumière est du fils, le soleil perce à travers les feuillages. Alors il fait plein toujours, Corot, de petites touches de blanc pour laisser passer la lumière et faire frissonner un peu les branches et les feuilles. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monet lui-même qui disait « Il n'y a qu'un maître, c'est Corot. Nous, nous ne sommes rien. » C'est vrai que lui aussi. Alors lui, c'est un type fantastique, Corot. Il était très catholique à la fin de sa vie. Et comme il était riche, il a acheté une maison à Daumier. Vous savez, le caricaturiste Daumier, celui qui a fait Louis XVIII. Parce que Daumier perdait la vue, il n'arrivait plus à dessiner, à gagner sa vie. Donc Corot lui a acheté une maison pour qu'il ne meure pas dans la rue, quoi. Ah non, Corot. Et vous connaissez la dernière phrase de Corot avant de mourir? Il avait un ami à côté de lui, et il se laissait mourir, il n'en pouvait plus, il avait un cancer. Bon. Et il a dit à son ami, vois-tu comme c'est beau? Et il est mort. Super de mourir comme ça. Voilà. Alors, au XIXe siècle, après la Révolution, bien, on redevient sage quand même. Et le XIXe siècle, eh bien, va s'intéresser à des petites scènes de la vie de tous les jours. Vous voyez, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de princesse, donc évidemment, il vaut mieux pas trop voilà. Alors, les repasseuses, moi je trouve ça délicieux. Dans l'art, regardez, il n'y a pas beaucoup de bâillements dans l'art. J'en ai trouvé 2 ou peut-être 3, mais pas plus. Hein. Il n'y en a pas. Ça devait être dur de repasser à cette époque. On sent que la dame, elle a plus de tout son. Là, je ne suis pas sûre que ce soit de la pâte mouille, là, vous voyez, je ne suis pas sûre. Là, non, la pâte mouille est plutôt là. Ce Degas, il est charmant. Il était d'une famille aristocratique. Il s'appelait Deux particules plus loin qu'un. Mais il a préféré perdre la particule plutôt que la partie tête, comme on dit. Bon. L'absinthe, on voit
qu'il a eu pitié de cette pauvre petite complètement perdue devant son verre. Elle a trop bu, car le gars sur lequel elle comptait sans doute regarde déjà d'un œil connaisseur vers d'autres conquêtes. Entre deux gars, il fallait choisir le bon. À quoi sert l'art si ce n'est à faire mieux voir et donc à faire mieux aimer? L'amour fut au centre de notre civilisation, et on le voit dans l'art. Mais Degas est plus connu, bien sûr, pour ses danseuses. Ici, la leçon de danse. Admirez la profondeur de ce tableau. Le professeur semble bien âgé pour faire des entrechats. En tout cas, il bat la mesure verticalement, comme au temps de Louis XIV. Vous savez que... comment il s'appelait c'est perforé, Lully s'est perforé, merci, un point pour vous. C'est perforé le pied, la gangrène s'est mise. Bon. On a toujours beaucoup dansé en France, à la cour comme en province. En cette fin du 19e siècle, c'est la belle époque, comme on disait. Au cabaret, c'est un autre style. Jeanne Avril danse, par Toulouse-Lautrec. Et la France donne au monde le French Cancan, qui remplace la valse. Cette musique d'Offenbach, moi je la trouve géniale, elle est tellement gaie. À cette époque, personne ne se rend compte que la plus grande révolution dans l'art arrive en France. Les flonflons, en effet, couvrent les pas d'un homme qui arrive d'Espagne au tout début du XXe siècle, Picasso par lui-même. Et la France donne au monde le cubisme et la révolution surréaliste. Nous sommes maintenant dans le monde de l'excessif qui n'est pas grec. Ici, les demoiselles d'Avignon qui seraient, paraît-il, des prostituées qui attendent le client. Ça a été vendu récemment 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, vous vous rendez compte? Bon. Mais ils s'achètent entre eux, les gars. Alors, regardez bien, on va faire un petit jeu pour voir si les enfants ont suivi. Alors, je vais vous faire passer 4 peintres abstraits. Tous sont marxistes, sauf un. Il faudra que vous deviniez lequel est pas marxiste et français. Alors, attention. Ici, vous avez Soutine, juif russe. Ici, vous avez Max... Oh, pardon, je voulais pas vous le dire pour que vous deviniez. Bon, pardon. Ici, vous en avez un qui est allemand. Ah, pardon, je voulais pas le dire. Et ici, vous avez... Alors, quel est de ces trois celui qui est français? 1, 2, 3, 4. Alors, celui-là, on a vu, c'est Picasso. Alors, celui-là, est-ce que c'est celui-là le français? 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 Ben oui, c'est Mathieu. Mais regardez, là, c'est surréaliste, mais c'est formidable. Il y a une élégance. Les trois couleurs s'harmonisent bien. C'est très bien composé. C'est lui le français, oui, oui. C'est lui le français. Bon, un point pour ceux qui ont dit le français. Bon. Hein? Ah, moi j'aime bien Mathieu. Ah, moi je trouve que c'est très joli. Moi je trouve que c'est... Si, parce que là ça vous fait rêver quand même. Moi je trouve ça pas mal. Non, dans un appartement moderne, c'est bien. Non, mais... Vous n'aimez pas du tout? Ah, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Bon, parce que celui-là c'était Soutine avant, après c'était Max Ernst, juif allemand, et Miro l'espagnol. Bon. Voilà. Alors voyez, aujourd'hui, ce qui fait... Ce n'est pas l'œuvre qui fait scandale. Ah, pardon. Ce n'est pas l'œuvre qui fait scandale, c'est le scandale qui constitue l'œuvre. Nous sommes évidemment très loin de Boileau qui disait « Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. Aimez donc la raison, que toujours vos écrits empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix. » Nous sommes loin de la civilisation gréco-latine, c'est vrai. L'ubris en grec était un péché digne du châtiment des dieux. Où est l'âme française parmi ces œuvres d'art? Eh bien, c'est l'accueil que nous faisons toujours aux étrangers. Aucun repli sur soi, une fois de plus en France, quitte à perdre son âme. Cette démesure, cette déraison n'est plus française. Ici, alors il y a beaucoup de Français aussi qui vont s'engouffrer dans cette révolution, voyant que ça, c'est très juteux, ça rapporte beaucoup. Ici, c'est Georges Braque, qui est l'inventeur du cubisme. Il a des côtés sympathiques, bon, qui a une certaine harmonie de couleurs, mais évidemment, le Français moyen, dans sa campagne, lorsqu'il contemple un tel tableau, trouve que les paysans de France ont fait de leurs champs de bien plus beaux tableaux abstraits. Heureusement, l'humour et le bon sens n'ont pas été absents de ce XXe siècle. Albert Dubout est un caricaturiste génial, mais dont les œuvres ne sont pas à mettre dans les mains des enfants. Ici, il représente des snobs devant une œuvre. Ils sont excellents, excellents. Et heureusement, grâce à Dubout, la galanterie française a encore quelques restes et un homme même complètement ivre se souvient des bonnes manières. Puis il lève le petit doigt, vous avez vu là. Non, mais Dubout, c'est un très grand caricaturiste. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis,
C'est donc, Pagnol. Et puis le gars, non, mais là, malheureusement, on ne voit pas tout. J'arrive pas à le baisser, le truc. Parce que là, on voit un monsieur très digne qui pince les fesses à la dame. Oh non, là. Mais je n'arrive pas à l'agrandir. Bon, je préfère pas agrandir parce qu'après, si je ne peux pas revenir Oh non, mais Dubout, il est formidable. Mais je ne sais pas si moi, il y a beaucoup de pays où on a dû mettre de l'humour, mais moi, je n'ai pas assez voyagé, je ne sais pas. Bon. Alors, pour se moquer lui aussi d'un certain surréalisme, Roland d'Orgelès, vous savez, l'auteur des Croix de bois, prix Goncourt, avec quelques amis, a fait peindre devant huissier par la queue d'un âne, dans le jardin du restaurant Le Lapin à Gilles, sur la butte Montmartre, ce tableau qu'ils ont intitulé j'arrive plus à parler. Et le soleil se couche, s'est couché, s'endormit sur l'Adriatique. Bravo, un point pour vous. Et ils l'ont exposé au Salon des Indépendants et beaucoup de gens ont crié au génie. Et ça, c'est la queue d'un âne qui a peint ça. Vous voyez les enfants, c'est la queue d'un âne. Alors, grâce à Jean-Gabriel Daumer, moi j'aime beaucoup, l'âme de la France est là avec son élégance et sa légèreté. Ici, ça s'appelle Au balcon pendant l'entracte. Quelle rapidité d'exécution. Cette femme est allée au théâtre parce que cela fait partie du savoir-vivre, mais elle est ailleurs. Elle rêve, la bouche ouverte. Elle sait qu'elle est jolie, elle se montre. Domergue encore. Il avait appris le métier avec le peintre Degas, Domergue. Mais alors évidemment, c'est pas vraiment des caricatures parce que il ne dégrade pas la femme. Il la transfigure, il l'idéalise, vous voyez. Donc rien de trop aussi, c'est ravissant cette petite bouche. Vous savez, moi j'ai fait du dessin, je peux vous dire que de faire des petites dents, on n'a pas envie, parce que là-dedans c'est blanc, donc ça a l'air de sortir si on en met trop en couleur. Hein. C'est difficile à faire, on n'aime pas faire des bouches entrouvertes avec des dents. Et lui, il y arrive très très bien. Et il a bien compris la légèreté de la Parisienne, vous voyez, qui veut se montrer. Et puis ces petits bibis sont charmants, il y en a toujours des comme ça. Alors moi, celui que j'aime beaucoup, c'est Gruau. Gruau, vous connaissez ça, hein. Quelle élégance, Gruau. C'est Jolie Madame pour le grand couturier Balmain. Quelle rapidité d'exécution. Vous voyez, rien de trop. Alors là, on peut dire qu'on est dans la tradition grecque parce que là, il n'y a rien de trop. Et il va à l'essentiel. Mais il est fantastique, Gruau. Regardez. Il a des idées novatrices tout en restant dans une tradition française. L'œuvre des grands artistes ne défigure pas, elle transfigure. Il n'y a presque rien sur lui dans Internet, hein, et il n'est presque jamais exposé. Alors qu'il faudrait tellement submerger la laideur par la beauté, la vraie, celle qui réjouit le cœur. Il est tellement évident que la contemplation de la beauté rend heureux. Qu'est-ce qu'on fera toute l'éternité si l'on contemplait la beauté pendant toute l'éternité? Et l'éternité, c'est long, surtout à la fin, comme disait Pierre Desproges. C'est pas très malin, c'est pas très malin. Bon. Oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Ben, c'est du bon français, voilà. Ah oui, d'habitude, je te cite aussi Pierre Desproges quand je parle du vin. Parce que Pierre Desproges a dit, et l'autre jour, j'ai donné une conférence à Toulon, il y avait justement une parente de Pierre Desproges qui était dans la salle. Et j'avais dit, quand je parle du vin, j'avais dit la phrase de Pierre Desproges. Ah oui, c'est vrai que l'alcool est quand même l'ennemi de l'homme, mais en France, on sait que celui qui recule devant l'ennemi est un lâche. Et après, après j'avais dit une autre phrase de Pierre Desproges qui a dit ne buvez pas au volant, vous risqueriez d'en renverser. Du vin, bien sûr. Du vin, bien sûr. Bon. Non, mais heureusement, on s'est rigolé en France. Bon. C'est excellent, ça, parce que justement, c'est la petite touche. Mais oui, c'est la petite touche, puis il n'insiste pas, vous voyez, Pierre Desproges. Non, il était quand même assez calé. Bon, tout n'était pas à dire, mais vous risqueriez d'en renverser. Bon, alors là, je vais très vite. Voilà, Gruau. Vous voyez, Gruau, c'est merveilleux. Voilà, il va à l'essentiel. Alors, vous voyez, Gruau, un jour, il était allé voir Balenciaga, je crois, le grand couturier Balenciaga, et il avait fait une petite tache au-dessus de sa signature. Alors, il l'avait transformée en étoile. Après, il mettait toujours une petite étoile au-dessus de sa signature. C'était sa bonne étoile, voilà. Bon, alors en tout, je vais faire une autre conférence. Alors, il faut savoir quand même que c'est la France qui a donné au monde la polyphonie, qui est née à la fin du XIIe siècle, grâce à deux chantres de Paris, Perrotin et Léonin. Le grand historien d'art Louis Gillet fait remarquer par ailleurs que dès la fin du XIVe siècle, la France est le premier pays musical d'Europe. Bon, je ne sais pas. C'est la France qui avait au XIIe siècle inventé l'alexandrin, un prêtre, Alexandre de Bernay. Mais vous voyez, les prêtres, ils sont quand même fantastiques parce qu'ils nous ont donné énormément de choses dans l'art, en fin de compte. Hein. C'est eux qui ont des idées. Alors, c'est Alexandre de Bernay qui a écrit un poème pour la première fois en vers de 12 pieds avec la césure au milieu.
C'était la vie d'Alexandre le Grand. Alors là, il dit, je suis, mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Alors, c'est la France qui a inventé l'opérette et l'opéra bouffe, terme lancé par Jacques Offenbach, qui est un juif converti au catholicisme, Jacques Offenbach. C'est en France qu'il y a la plus grande variété d'escaliers, a fait remarquer l'historien d'art André Chastel. On pense bien sûr à Chambord, mais ici je vous ai montré l'escalier du Jubé de Saint-Étienne-du-Mont. Des petits escaliers en colimaçon sur le côté, petits escaliers pour se faire des baisers dans le cou, ça, c'est délicieux. Et alors l'escalier de l'Opéra de Paris. À la fin du XVIIIe siècle, la porcelaine de Limoges devient connue dans le monde entier. Née à Venise, la dentelle est fabriquée en France, surtout à partir du XVIIe siècle. Chaque région de France en fera bientôt de différentes. L'Église organisait des concours de dentelle dans les villages et la plus belle dentelle était mise sous l'ostensoir le jour de la fête Dieu. Les jeunes filles inventaient à cette occasion un point nouveau. C'est ainsi qu'est né le point d'Alençon, ici, on pouvait dire aussi au point de France, auquel s'adonnait Zélie Martin, la mère de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Et beaucoup d'autres, notamment la dentelle de Chantilly, qui était noire, et qui est toujours noire d'ailleurs. Il y a aussi la dentelle de Bayeux, puis c'est les bigoudaines, bien sûr, en Bretagne, chacun avait ça. Et puis le Puy-en-Velay, ah bah oui, c'est vrai, je devrais peut-être le citer aussi. Ce n'est pas la capitale qui donnait le ton, vous voyez, c'était les provinces et les prêtres qui organisaient des concours de dentelle. Jusqu'à Kate Middleton, qui le jour de son mariage, portait de la dentelle de Caudry, c'est-à-dire la dentelle du nord de la France. Et le petit diadème était français, c'était Cartier. La reine-mère lui avait prêté ce petit diadème, mais elle l'a récupéré tout de suite. Elle ne voulait pas lui donner vraiment. Ah oui, oui, de Cartier. Alors, en joaillerie, nous avons été des princes. Alors, les enfants, est-ce que ça, c'est une couronne qui est française? Ou ça? Ou ça? Quelle est la couronne? Alors, est-ce que ça, c'est français? Non. Non, c'est russe, vous avez raison. Voilà, ça, c'est français. Et ça, c'est français. Quelle est la couronne le diadème que vous préférez? Non. Ah bah oui, la plupart des gens, et moi je préfère la première parce que je trouve qu'il n'y a plus de contraste de couleur dans la première, et la plupart des gens, quand je leur demande, préfèrent celle-là, effectivement. Bon. Ah, tu préfères, et les perles, vous ne préférez pas les perles? Ah bon, d'accord, bon, très bien. Alors, la haute couture, le mot chic parisien se dit en français presque dans toutes les langues. Je crois qu'on ne traduit pas un chic parisien en anglais. En iranien, ça se traduit. Ah, vous voyez, ils disent chic. Dites-le fort. Vous dites chic. Le chic, voilà. Le chic, c'est toujours le chic. Voilà, formidable. Bon, très bien. Bon. Alors, les enfants, je vais vous faire remarquer que le premier défilé de mannequins a eu lieu à Paris. C'était Worth, un des premiers grands couturiers. Worth, il était anglais d'origine, mais il a fait toute sa carrière en France. Il est arrivé très jeune. Et c'est lui qui a eu l'idée un jour d'organiser un défilé de mannequins, parce qu'avant, on allait présenter ses robes chez les comtesses et les dames élégantes. Et voilà, c'est le premier défilé. Alors, les blue jeans, il faut savoir, les enfants, que c'est aussi quelque chose de français. Parce que quand vous avez, surtout sur les blousons, la marque denim, je crois qu'ils disent en anglais, vous avez la marque de Nîmes. Eh bien, ça veut dire que la toile était faite à Nîmes. Mais on l'a donnée à teindre à Gênes pour qu'elle soit teinte en bleu. Et on appelait ça le bleu de Gênes. Eh bien, le bleu de Gênes, c'est devenu le blue jean. Vous ne saviez pas ça, vous? Moi, je l'ai appris assez tardivement. Alors, en escrime, on parle français dans le monde entier. Et ça, depuis Louis XIV. L'escrime, c'est un art. C'est l'art de toucher sans être touché. Et la langue, et on parle français, oui, aux Jeux Olympiques, on dit en garde, prêt, allez, prime, terce, de New York à Bratislava. En danse classique, on parle également français dans le monde entier depuis Louis XIV, époque qui avait non seulement inventé l'opéra-ballet, mais aussi consigné les divers pas de danse. On dit pas de deux, entre chats, échappé battu dans le monde entier.
Ce qui est bien avec la beauté, la vraie, c'est qu'on n'a pas besoin de s'expliquer, de parler pour savoir que c'est beau. Et c'est saint Thomas d'Aquin, j'ai noté, qui a dit « Une seule chose repose véritablement la joie ». C'est bien, saint Thomas d'Aquin, il avait les pieds sur terre d'une certaine manière. Bon. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin FIN ou la fin FAIM, l'art culinaire. Dans ce domaine, nous serions encore les meilleurs, pourvu que ça dure. Manger est un besoin, savoir manger est un art, a dit La Rochefoucauld, qui apparemment maniait les maximes aussi bien que les maxillaires. Le cuisinier de Monsieur de Talleyrand, qui s'appelait Carême, un nom pas du tout prédestiné, disait d'ailleurs « La gastronomie marche en tête de la civilisation ». Ici, c'est l'hôtel Meurice, rue de Rivoli à Paris, dont le propriétaire est maintenant le sultan de Brunei, qui a rétabli la charia dans son pays. Jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas de restaurants dans les rues, seulement des gargotes, des tavernes ou des auberges, mais à la périphérie des villes, pour ceux qui voyageaient. Il n'y avait pas de restaurant, on allait chez les uns, chez les autres. Alors, quelqu'un a eu l'idée, un jour, de vendre dehors, sur le trottoir, l'hiver surtout, pour les passants, du bouillon chaud. Et il criait « bouillon restaurant », ça veut dire qu'il restaure la santé. C'est ainsi qu'est né le mot. La France a donné au monde le mot restaurant. À part quelques pays asiatiques, on emploie le mot français, je crois, à peu près partout. On dit restaurant in English, en allemand restaurant aussi, en espagnol restaurante, et en polonais restaurantcha. La France a donné beaucoup d'autres mots dans ce domaine. Foie gras, omelette, quiche, mayonnaise, dessert, meringue, enfin bon, on va vite. Charlotte, financier, gaufre. La France a donné au monde la clémentine. C'est le frère Clément, en Algérie, qui l'a inventé. C'est un hybride de bigaradier et de mandarine. Alors on pourrait faire toute une conférence, et je suis en train de la faire d'ailleurs, sur l'apport de l'Église catholique dans le domaine culinaire. Les bénédictines ont inventé les beignets, du latin oblata. Les religieuses, les bernardins, les nonnettes, les sucres d'orge sont tous sortis du couvent. Les tripes à la mode de Caen ont été inventées au XVIe siècle par un moine cuisinier de l'abbaye aux Hommes de Caen. Si les campagnes ont inventé des plats délicieux, chez nous, la cuisine fut aussi le loisir des princes, ou lorsqu'ils ne le sont pas, on les anoblit. Henri IV anoblit un certain Nicolas Fouquet, un ancêtre du célèbre Fouquet qui vécut sous Louis XIV. Ici, c'est un tableau de Jean. Voilà, voilà. Jusqu'au président de la République, Loubet, qui a dit « Et je vous le ferai, mon cassoulet, quand je serai à l'Élysée », et il a tenu promesse. Savez-vous quel est en France le seul homme à ne pas se découvrir devant le président de la République? C'est le chef cuisinier. Mais en fait, quand il est en... Oui, quand il va... quand il travaille, parce que quand il va à Rome, je pense qu'il n'est pas habillé comme ça quand même. Bon. Quant au vin, nous sommes les meilleurs. Souvenons-nous que les Celtes ont inventé le tonneau, que ce n'était pas pour le laisser vide. La France possède la plus grande gamme de crus différents, ayant compris, comme l'a dit notre grand savant Pasteur, que le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Ah oui, ben c'est là où je mets le Pierre Desproges, oui. Voilà, il est vrai tout de même que l'alcool est l'ennemi de l'homme. Oui, mais en France, on sait que celui qui recule devant l'ennemi est un lâche. Bon, il y a 109 appellations de vin qui sont d'origine monastique. Vous vous rendez compte? En France, il y a 109 appellations de vin d'origine monastique, contre seulement 27 en Autriche et 17 en Italie. Que dire des fromages? Ah non, ça c'est, voilà, oui, c'est quant au vin, voilà. En France, il y aurait maintenant 1600 variétés. Ici, un Brillat-Savarin, qui avant d'être un fromage, fut un homme de la fin du XVIIIe siècle, qui a dit « Un repas sans fromage est comme une belle avec un œil en moins ». Il a dit aussi « La table est le seul endroit où on ne s'ennuie pas après une heure, j'ai donc intérêt à mettre les bouchées doubles ». Alors, pour tous maintenant, alors on y va. Et je peux encore continuer si vous n'avez pas trop... Pour tous, allez, alors pour tous, là, je vais faire une autre conférence. Des colombiers qui ressemblent à des petits châteaux. Vous voyez, même pour les pigeons, on a fait des petits chefs-d'œuvre. Alors, par tous, les pauvres paysans ont fait des chaumières. Ah, comment ça se fait que je n'ai pas ma chaumière, là? Bon. Ah oui, ils ont fait une chaumière, voilà, les chaumières. Alors, ils ont agrandi la chaumière. On voit très bien que la chaumière, elle était comme ça, vous voyez, elle arrêtait. Alors, ils l'ont agrandie un petit peu. Après, ils l'ont agrandi encore plus et ils ont mis une petite tourelle et c'est devenir une gentilhommière, sinon un petit château, vous voyez. Et dans un même élan, à la même époque, on agrandissait et fortifiait aussi les églises. Vous voyez, l'église, elle a commencé toute petite ici, après on l'a agrandie, on a fait une tourelle, voyez, c'est le même.
Voilà, on s'occupe de l'Église autant que de nos maisons en France. Il y a des classes moyennes en France, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays. Ici, c'est en Varé, dans le Doubs. Et même les galériens ont fait des merveilles. Alors, devinez quel est celui qui est français et celui qui n'est pas français. Il y a un galérien qui a fait un Christ quand il est sorti des galères pour remercier le bon Dieu. Est-ce que c'est celui-là qui est français ou est-ce que c'est celui-là? Bon, c'est le premier. Et le premier, il était pourtant galérien, mais il n'a pas dramatisé autant. Vous voyez, il a fait un Christ d'une douceur. Et celui-là, je crois qu'il est pour le moment il est à Perpignan, mais il est allemand. C'est un Christ qui a été fait par un Allemand. On ne dramatise pas tant en France, même lorsqu'on sort des galères. Les artisans de France ont même voulu embellir ce que personne ne verra de loin. L'amour du travail bien fait. Le père de Charles de Foucault, qui a été tué en Algérie, vous savez, en 1916, a dit « J'ai cru pendant un certain temps qu'il fallait prêcher l'humilité. Je pense maintenant qu'il n'y a rien de plus urgent que de prêcher la fierté. » Alors, on termine par un feu d'artifice des châteaux. Alors, la musique, je la mets là, c'est ça. Nous avons fait nous avons mis de la beauté partout. Nous avons su travailler, voilà, en Charente-Maritime. C'est voulu par Colbert, tout ça. Hein. Nous avons bâti sur des pics, ici le Puy-en-Velay. Ben oui, regardez, ça c'est des... Et je crois qu'il y en a un, mais c'est vraiment... Vous voyez, on a creusé ici, vous voyez. C'est tout petit, j'y suis allée là, il y a 2 ans, là. C'est vraiment sur un pic granitique en plus. Nous avons mis une Vierge Marie en haut des drues, qui est un des sommets, les petits drues du au moins, les plus difficiles à atteindre. Il paraît qu'il faut rester 5 heures à la verticale avant d'atteindre. Et on l'a appelé Notre-Dame des drues. Grâce à tous ces artistes ou artisans, on a gagné. Alors, moi, je n'ai pas mis cette air-là. Vous voyez, alors maintenant, nous allons faire un très, très rapide. Voilà. Je mets la musique. Alors, la musique, je la mets comment? Ah oui, mais je voudrais continuer à voir mes... Bravo, formidable. Alors là, vous regardez. Ça, c'est de Lully, ça. Ermenonville. Fontaine-Henri, Normandie. Saint-Germain-de-Livet. Ça, c'est le Castellet, c'est-à-dire l'entrée seulement du château. Et le château est là. L'entrée est presque plus jolie. Vous regardez Gaillon, hein. Vitré, Josselin, Soussigneau, Le Perche, Châteaudun, Maintenon. Ah non, c'est Châteaudun, pardon. Maintenon. Le Plessis-Bourré en Anjou. Poitou. Maisontier. La Rochefoucauld. La Saintonge. Crasane. La Roche-Courbon. Rochebrune. Le Périgord, Dordogne. C'est la Dordogne qui a le plus de châteaux, plus de 1000 en Dordogne. Los. Hautefort. Montaigne. Fénelon. Où est né Fénelon? Jumillac. Le Lot. Montal. Castelnau-le-Bretonneux. Lot-et-Garonne, Nérac, où Henri IV passa son adolescence. Bonaguil. Gironde, Nérac. Ah non, c'est la Bretagne. Oh, qu'est-ce que je raconte, moi, peu. Poyane. Le Béarn, Pau.
Languedoc-Roussillon, Carcassonne. Elle est belle cette photo, hein. Cette photo elle est belge. Je l'ai changée au dernier moment quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça formidable. Province. Aiguines, Provence. Vin sur Caramis. Grignan, là où la fille de la marquise de Sévigné habitait. Dauphiné, Lomprat. Auvergne, Château-Duval. Angeny. Louis d'Angeny fut un compagnon de Jeanne d'Arc. Franche-Comté. Saint-Rémy. Oh, pardon. Alors, voilà. Voilà. La Rochepot, la Bourgogne. Rabutin. Comment on fait pour arrêter la musique? Ah oui, c'est là, ici. Hein. Voilà. Voilà, Bussy-Rabutin, ravissant. C'est mignon. Mais oui, on arrondit les angles. Vous voyez, maintenant, on sait faire que des cubes. C'est épouvantable. Bon. Alors, ça, c'est en Bourgogne, toujours. En Champagne, Landreville. Sedan, le plus grand château fort d'Europe, dit-on. Bon, moi je l'ai lu, je ne sais pas. En Alsace, le Haut-Königsbourg, la Lorraine, Malbrouck. Pour terminer, survolons le Val-de-Loire, car la Loire est une reine et les rois l'ont aimée, a dit Jules Lemaître, un académicien et critique d'art. Parcourons cette douce France en nous laissant glisser au fil de l'eau à partir de Nozay, Sully-sur-Loire, Chamerolles, Blois, Cheverny, c'est pour la partie centrale, Moulinsart du capitaine Haddock, vous savez. Chaumont-sur-Loire, Amboise, Chenonceau, Langeais, Azel-Rideau, Ussé, on dirait le château de la Belle Bois dormant, Montsoreau, la Loire est derrière, Valençay, ah non c'est Saumur, ah bon pardon, qu'est-ce que j'ai fabriqué moi? Alors Valençay c'est où? Ah voilà, Valençay c'est là, Goulaine, et finissons sur Chambord. En conclusion, oui ça c'est pas mal quand même, oui. En conclusion, la France fut le plus beau royaume après celui de Dieu, comme l'a dit un protestant, Hugo Grotius. Il s'appelait Van der Groot. C'est un avocat hollandais. Il n'y a pas d'orgueil à être français. Ce n'est pas un orgueil, c'est une responsabilité. Ce qui constitue une nation, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses. Et ce qui la fait vivre, c'est de vouloir en faire dans l'avenir. L'homme ne peut se construire que par un sentiment d'appartenance. Un pays ne peut subsister que si les causes d'amitié et d'union sont supérieures aux causes d'inimitié et de division. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont un point de départ un profond respect du passé. Évidemment, et nous, quand on veut surpasser les autres, on le fait avec légèreté et humour. Comme le Mont-Saint-Michel, la France est une merveille de l'Occident qui fut battue par les vents, foudroyée, plusieurs fois ravagée, chaque fois relevée. Comme ce mont, la France a résisté aux guerres, aux assauts anglais, à la décadence, aux révolutions. Le génie d'une civilisation ne meurt pas par accident, il meurt quand il renonce aux vertus qui le faisaient vivre. La communauté nationale est quelque chose de fragile. Il ne faudrait pas que l'histoire et l'amour de la France s'estompent de la mémoire de nos contemporains et deviennent quelque chose de plus en plus lointain, de plus en plus brumeux. Il ne faudrait pas que la France nous tire sa révérence définitivement. Comme cette petite danseuse de Degas, elle est fragile, gracile, mais elle est forte. Pour qu'elle puisse rebondir, il faut qu'elle se sente aimée. Et pour l'aimer, c'est simple, il suffit de la regarder. Merci de votre attention. Je n'ai pas été trop longue là.